pour notre quatrième et dernière partie du chapitre, on est toujours sur la République, mais cette fois sur ses conquêtes territoriales et donc la constitution d'un empire, avec un exemple en particulier qui est la fameuse bataille d'Alésia entre Vercingétorix et César. Donc vous voyez, vous avez trois documents, hein. Vous avez d'abord un plan avec un petit texte qui vous explique la bataille d'Alésia, un complément d'information avec un extrait de la guerre des Gaules, donc un ouvrage écrit par Jules César lui-même au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc ça c'est pour l'exemple de bataille en particulier. Et ensuite vous avez une carte sur l'ensemble des conquêtes romaines, donc à travers le bassin méditerranéen. Alors, avec une série de questions, hein, vous avez 6 questions. Première question, document 1, quand la bataille d'Alésia a-t-elle lieu et qui oppose-t-elle? Alors, c'est simple, hein, il suffit de regarder tout simplement le document 1, donc le siège d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Effectivement, la bataille d'Alésia a lieu en 52 avant Jésus-Christ, même si la conquête de la Gaule a commencé par César dès 58 avant Jésus-Christ, comme c'est expliqué. Et qui oppose-t-elle? Eh bien, tout simplement, vous le savez, hein, parce que vous l'avez déjà étudié à l'école primaire, la bataille d'Alésia oppose les Romains, dirigés par Jules César, et les Gaulois, dirigés par Vercingétorix. Donc, première question, la bataille d'Alésia a lieu en 52 avant Jésus-Christ. Elle oppose les Romains, dirigés par Jules César, aux Gaulois, dirigés par Vercingétorix. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, toujours donc à l'aide du document 1, on nous demande de prendre un feutre rouge, un feutre bleu et de colorier les lignes de fortification. Alors, vous voyez, les lignes de fortification, c'est ces petits traits blancs là. Vous en avez une première et puis vous en avez une deuxième. Effectivement, puisqu'on a une ligne de fortification romaine et une ligne de fortification gauloise. Alors, à votre avis, laquelle est la romaine, laquelle est la gauloise? Eh bien, celle à l'extérieur, c'est la ligne de fortification romaine, donc en bleu, à colorier en bleu, la plus externe, et l'interne, donc en rouge, la ligne de fortification gauloise. Donc, vous avez... je me trompe, vous voyez, je vous dis des bêtises. En fait, ces deux lignes-là, ce sont les lignes de fortification romaines. Et la ligne de fortification gauloise, comme vous le voyez dans la légende, hein, très continue, très en pointillé. La ligne de fortification gauloise, donc ici en rouge, tout autour du mont Auxois et d'Alésia. Et les deux lignes que vous avez ici, hein, tout autour, c'est les lignes de fortification bleues. Donc bleu tout autour, bleu tout autour. Donc ça, c'est les lignes de fortification romaines. Et ici, ligne de fortification gauloise en rouge. Voilà, j'étais un petit peu trop vite tout à l'heure dans mon explication. Alors, pourquoi justement on a une double ligne de fortification? Pourquoi eux, les Romains, là, ils ont construit deux lignes de fortification? À votre avis? Eh bien, tout simplement, d'une part, pour éviter que les Gaulois sortent et attaquent les Romains, et d'autre part, pour éviter que d'autres tribus gauloises viennent les aider à combattre les Romains. Donc, si on devait répondre par une phrase, on répondrait: les Romains ont construit une double ligne de fortification. La première, pour empêcher les Gaulois de sortir d'Alésia. Effectivement, on ne peut pas là. La seconde, pour empêcher d'autres armées gauloises d'attaquer les Romains ou de venir porter secours aux Gaulois réfugiés dans Alésia. Voilà pour ce document 1. Attention, hein, on n'oublie pas de compléter la légende. Fortification romaine bleue, fortification gauloise rouge. Comme ici et ici. Ensuite, on vient compléter nos informations. Ah, excusez-moi, j'ai mis mon doigt devant la caméra. On va compléter nos informations donc sur Vercingétorix et contre César à Alésia avec comment la bataille prend-elle fin. Donc, on a les informations ici. Alors, on vous met Vercingétorix convoque l'assemblée des Gaulois. Il déclare que s'il a trouvé cette guerre, ce n'est pas... Ils peuvent apaiser les Romains soit par sa mort, soit en le leur livrant vivant. Donc tout simplement, comment se termine la bataille? Vercingétorix et les Gaulois sont vaincus, les Romains sont vainqueurs et Vercingétorix se rend à César.
Je vais vous faire une petite phrase. Les Romains sont les vainqueurs et Vercingétorix se rend à César. Voilà la réponse à la question numéro 4. Avant-dernière question, sur la carte, donc le document 3, hein, ici, sur la carte, localise en majuscule, alors peu importe la couleur bleu ou noir, la région de l'Italie, la région de la Gaule et en minuscule les villes de Rome et d'Alésia. Vous voyez, vous avez 4 vignettes, une ici, une là et les 2 autres ici. Ici, à votre avis, eh bien en minuscule, sans oublier quand même la majuscule à la première lettre, je vais y écrire Alésia. Moins 52, hein, 52 avant Jésus-Christ. Donc ici, c'est Alésia. Ici, donc Alésia se situe dans quelle région? La Gaule, effectivement. Donc en majuscule, j'écris Gaule. Là, bah, tout simplement, nous sommes en Italie. Donc j'y écris Italie. Et ici, c'est tout simplement en rapport avec ici ce petit point, c'est la localisation de Rome en Italie. Donc j'y écris Rome. Ça, donc, peu importe hein, la couleur, vous pouvez même les faire en rouge si vous voulez, ou en vert, noir, bleu, peu importe. Donc simplement, vous n'oubliez pas, minuscule en mettant la majuscule à la première lettre, parce que ce sont des noms propres, Rome, Alésia, et tout en majuscule, Gaule et Italie. Donc, ensuite, on prend un petit crayon de couleur jaune ou un petit feutre jaune et on nous demande de colorier l'ensemble des territoires qui ont été conquis par les Romains sous la République à partir de 264 avant Jésus-Christ et de compléter la légende. Donc, bah, tout simplement, on va colorier tout ce qui est en bleu, en blanc ici, qui correspond à l'Espagne, tout ce qui est en blanc ici, qui correspond à la Gaule. Je continue, je colorie en blanc tout ce qui correspond au nord de l'Italie. J'oublie pas la Corse, la Sardaigne, la Sicile. Je continue, je rejoins avec la région qu'on appelle l'Illyrie, la Macédoine, donc le nord de la Grèce, l'ensemble de la Grèce, la Crète, l'Asie mineure, Chypre, la Syrie, toute l'Égypte ici, la Cyrénaïque qui correspond actuellement à la Libye, et la Numidie qui correspond à la Tunisie, une partie de la Tunisie. Donc vous voyez, tout ce qui est en blanc sur votre carte, en fait, vous devez le colorier au crayon de couleur ou au feutre en jaune, et ça marque bien tous les territoires conquis donc par la République romaine. Et on n'oublie pas, on met un complète la légende, c'est-à-dire qu'ici, dans mon petit carré, je vais le colorier en jaune aussi. En orange, j'ai les territoires romains avant les conquêtes, et en jaune, j'ai l'ensemble des territoires qui ont été conquis à 264 avant Jésus-Christ et le début des grandes conquêtes, ce qui formera plus tard donc l'Empire romain. Voilà, ça c'est pour les questions, les 6 questions de la partie 4, excusez-moi. Donc là, la dernière partie du chapitre. Donc un petit je retiens. Donc on vous explique, hein, sous la République, les guerres sont permanentes. Rome affronte beaucoup de peuples voisins et conquiert l'Italie, notamment entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Elle fait ensuite la guerre à Carthage, hein, qui se situe en Numidie, très grande ville donc d'Afrique du Nord, et elle s'empare de ces territoires. Ça, c'est entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, elle va, comme vous le voyez, donc posséder, conquérir l'ensemble du bassin méditerranéen. Un petit peu comme c'était le cas pour le monde grec. Vous avez vraiment, hein, on a vraiment cette impression-là. En fait, Rome conquiert l'ensemble de l'ancien empire grec, l'ancien monde des cités grecques. Sauf qu'elle va beaucoup plus au nord de l'Europe. Elle conquiert toute l'Espagne également. Voilà. Des petits éléments à savoir, des petites dates aussi qui sont bien à savoir parce qu'elles vont nous amener au prochain chapitre sur Rome avec l'Empire. Donc on vous met qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César et son fils adoptif Octave donc, sont confrontés à des guerres civiles. Pour rétablir la paix, ils vont prendre et obtenir tous les pouvoirs. D'ailleurs, César, en 44 avant Jésus-Christ, devient dictateur à vie et il est assassiné parce qu'on a l'impression, les sénateurs avaient l'impression
qu'ils prenaient trop de pouvoir et ils avaient peur d'un retour à la royauté. Vous savez, avec les rois, comme avec les rois étrusques. Et puis en 27 avant Jésus-Christ, Octave, le fils adoptif donc de César, reçoit du Sénat ce qu'on appelle le titre d'Auguste. Donc il reçoit les pleins pouvoirs parce qu'il a mis fin à l'ensemble des guerres civiles. Par la même occasion, par conséquent, il met fin donc à la République et il va donner naissance à ce qu'on appelle le Premier Empire. Donc ça va être le premier empereur que l'on va connaître sous le nom d'Auguste. Et puis il va pouvoir diriger tout un empire autour de la Méditerranée et de la mer Noire. Donc l'empire, hein, ça sera le sujet d'un autre chapitre d'histoire. Donc voilà pour cette 4e et dernière partie du chapitre.